fait avec amour et préparé avec amour. C'est binge audio, quoi. La relation du public par rapport à des sextapes, elle est très ambivalente, de la même manière que la relation célébrité, d'une façon générale, est très ambivalente. Djamil Daklia, sociologue des médias à l'université Sorbonne Nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le souci de se comparer, il y a une forme de curiosité, et en même temps, il y a une forme de jugement et de réassurance par rapport à la morale commune. Elles sont célèbres, ça leur est monté à la tête, donc elles sont dans les excès. Et donc c'est une manière de se rassurer, de se dire, moi au moins je suis dans la norme, et ces personnes-là sont dans l'hubris, la démesure. On se plaît à penser que les sextapes volés, ce n'est qu'une histoire de célébrité. Comme si ça ne les concernait qu'elles, logique puisqu'elles sont exposées en permanence. Mais ce que ça révèle est bien plus large, parce que ces vidéos ne relèvent pas de cas isolés. En réalité, elles peuvent toucher tout le monde, toutes les classes sociales, tous les lycées, tous les âges, toutes les messageries privées. Et en se focalisant sur les stars, on évite de regarder en face ce que ça dit de notre société, de son regard masculiniste, de sa culture de la honte et du contrôle des corps. Aujourd'hui, on commence à changer de regard sur certaines figures médiatiques, on parle enfin de viol numérique. On reconnaît le traumatisme. Mais pour les victimes, qu'elles soient anonymes ou célèbres, la honte reste entière. L'accompagnement est faible, le mépris tenace et les lois trop lentes. Ces violences ne sont pas des exceptions, elles sont le symptôme d'un système. J'ai déjà eu une amie qui s'est déjà fait, on va dire, harceler, où des nudes ont été envoyés, mis sur des comptes, où tout le monde insultait sur les republications. I really don't think I'll ever get these images down from the internet. I'm sorry to my husband, and I'm sorry to my children that when they get older, unfortunately, there are going to be images of their mother out there. Il a commencé à me dire j'ai une vidéo de toi, si tu me donnes pas de sous, je vais les poster. C'était une vidéo à caractère pornographique. Cette vidéo, il l'a envoyée à des gens du collège, à des gens de l'extérieur. J'ai commencé à recevoir des courriers avec des photos de moi, et après il y a eu les diffusions de photos et de vidéos, donc que je n'avais pas faites avec lui. Il les a volées sur mon ordinateur. Quand je porte plainte, on me fait comprendre en fait, maladroitement, que ça va sûrement servir à rien. Cette dame m'a dit « Mon fils n'a rien à voir avec tout ça, c'est votre fille. Elle n'avait pas à faire ce qu'elle a fait. » L'histoire de la sextape, épisode 2. Je pense que c'est ce qui m'a le plus surprise au début de mon enquête, c'est de me rendre compte que, en fait, c'est un phénomène qui peut toucher tout le monde. Émilie Graal, autrice du documentaire Ennemi intime et réalisatrice. Alors évidemment, les jeunes sont principalement concernés par ce phénomène parce que c'est les premiers utilisateurs de réseaux sociaux, parce qu'ils ont un rapport à la pornographie qui est assez particulier et qui se développe de plus en plus. Et puis évidemment, avec le smartphone, on s'envoie très facilement des nudes, et d'ailleurs c'est la manière dont on se dit « je t'aime aujourd'hui ». Mais ce qui a été vraiment étonnant pour moi, c'est de me rendre compte que c'était une pratique très courante, en tout cas de plus en plus courante, chez les adultes, et que ça peut toucher tout le monde et qu'on n'a pas du tout de profil type. On va dire que l'immense majorité des victimes sont des femmes, mais ça peut aussi toucher les minorités sexuelles comme les hommes homosexuels, par exemple. 15% des hommes homosexuels sont touchés par de la pornodivulgation. Il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle définie, ça peut toucher tout le monde. Il y a des victimes chefs d'entreprise, il y a des victimes journalistes. Et ce qui m'a aussi particulièrement touchée, c'est que il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que quand on parle des adultes qui sont touchés, c'est vraiment de 18 à 75 ans. J'ai vraiment un souvenir qui m'a choquée dans mon enquête. C'était une femme de 75 ans qui venait de porter plainte contre son ex-conjoint parce qu'elle avait été victime de pornodivulgation. J'ai vu ma fille, pour moi, qui allait mourir devant mes yeux. Hier après-midi, à la sortie du collège, sa fille de 13 ans, Samara, est prise à partie par une vingtaine d'adolescents. 3 d'entre eux la jettent au sol et la frappent violemment.
On a tapé sa tête à plusieurs reprises contre le trottoir. Elle était au sol, elle était inconsciente. Ils ont continué à taper dans la tête, à taper dans la poitrine, à taper de... J'ai pensé que c'était la fin. Je ne sais même pas en fait s'il les a diffusés à tout le monde ou pas. En tout cas, je sais qu'il les avait diffusés à un groupe de gars que je n'aimais pas. Ça les a bien amusés de quelque part faire tourner les photos. Alors après, est-ce qu'ils les ont diffusés ou pas? J'ai jamais eu la réponse. Les conséquences pour moi ont été insupportables, comme on peut l'imaginer. De la 3e jusqu'à la terminale, j'ai été la pute, j'ai été la salope, j'ai été celle qui suçait en soirée. Enfin, tout ça, je le cite évidemment. Au départ, j'ai travaillé sur les comptes Ficha, c'est le verlan de afficher. Bérangère Stassin, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Qui sont en gros des comptes ouverts, a priori plutôt par un garçon. Mais je dis toujours a priori parce que je sais que des filles aussi, ça donne à ces pornodivulgations. Et puis voilà, je veux pas avoir un discours englobant, c'est que les mecs qui harcèlent les filles, même si statistiquement ça va plutôt dans ce sens. L'idée d'un compte Ficha, c'est ouvrir un compte plutôt sur Snapchat ou un autre réseau social et demander à des garçons d'envoyer des photos dénudées, entre guillemets, de filles de leur entourage. Donc, si on est en contexte adolescent, plutôt les filles du collège ou du lycée, et avec la mention, c'est-à-dire le nom, le prénom, si possible, le numéro de téléphone de la jeune fille, ou taguer la jeune fille. Parce que le but du compte Ficha, c'est ensuite de pouvoir envoyer des propositions, on va dire, indécentes ou des contenus totalement inacceptables à la jeune fille en question. Et en faisant ma petite enquête dans la littérature scientifique, je suis retombée sur ce site myex.com. 2004-2018. Donc 14 années quand même d'existence. Et donc, comme son nom l'indique, c'est destiné aux ex. Le principe, c'est que des hommes qui estiment qu'ils ont été, dont l'image a été entachée par leur ex parce qu'elle les a quittés ou parce qu'elle les a trompés, de publier tout ce qui est possible en termes de contenu intime. Donc sur ce site étaient balancées toutes les photos intimes, des vidéos intimes. Et la particularité, c'est pour ça que je fais le lien avec les comptes Ficha, c'est que l'idée, c'était de donner le nom, le prénom, à l'époque même l'adresse personnelle de la femme et son adresse professionnelle. Et là, il y avait des vengeurs qui, justement, c'était l'idée revenge porn, des vengeurs masqués ou pas, qui allaient l'insulter, soit virtuellement en lui envoyant des mails, à l'époque, je parle de 2004, soit en allant frapper à son domicile, soit en l'attendant devant son lieu de travail pour l'insulter, etc. Et le but du jeu, c'était une sorte d'acte de virilité compensatoire avec toujours ces enjeux réputationnels. Tu as osé entacher ma réputation en me quittant ou en me trompant. Eh bien, moi, je vais détruire ta réputation. Et là, pour le coup, ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, les femmes ont vraiment leur réputation et leur vie détruite. Suite à ça, qu'il y a le collectif Stop Ficha qui s'est monté, qui accompagne maintenant les victimes de pornodivulgation. Pauline Ferrari, journaliste indépendante spécialisée en nouvelles technologies, questions de genre et culture web. Mais c'est des comptes qui existent toujours et qui font encore beaucoup de mal, sous des prétextes de soi-disant pureté, de vouloir humilier les femmes qui ne seraient pas assez mariables ou respectables. Par exemple, on a des photos dénudées qui tournent et parfois les victimes ne sont même pas au courant. C'est ça qui est assez horrible, qu'il y a des photos d'elles avec du sperme dessus, quoi. Donc en fait, je ne peux pas comprendre qu'on dise encore « Ah, c'est pas grave, éteins ton téléphone et ça ira mieux ». Internet fait partie de nos vies, et depuis longtemps déjà. Et en fait, tout a une incidence sur notre vie hors ligne. Je veux dire, si Internet n'a pas d'incidence sur notre vie hors ligne, ça veut dire quoi? On paye pas nos impôts? Ça veut dire qu'on n'a pas accès aux services de... Enfin, voilà, il faut aussi refaire la part des choses. Et pour les violences, c'est la même chose. Et on a déjà du mal à lutter contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre hors ligne. Et sur la question en ligne, on a la sensation que c'est le Far West. Et je pense qu'on a été une génération qui a dû saisir les enjeux du numérique aussi sur le tas. Et là-dessus, je pense qu'on a grandi aussi avec un discours de Internet n'oublie rien,
tu sais que si tu postes quelque chose, ça va rester à vie, et avec une vision très risque d'Internet. Et du coup, avec cette idée de culpabilisation énorme, de tout ce que tu postes peut rester. S'il y a des gens étranges qui viennent te parler et que tu continues à leur parler, c'est de ta faute, t'as pas fait assez attention, quoi. Pendant 3 ans, j'ai rencontré les mêmes ados tous les 6 mois dans des établissements scolaires vraiment différents, des lycées pro, des lycées dits de centre-ville. Bérangère Stassin. Je suis même allée jusque dans des lycées ruraux, vraiment enclavés dans le fond des Ardennes ou de la Moselle. Donc voilà, d'une diversité de population. Et cette dynamique, je les ai retrouvées partout. Tous les adolescents et toutes les adolescentes m'ont donné les mêmes exemples. Sur les 18 personnes que j'ai rencontrées, 14 élèves, garçons-filles confondus, avaient été témoins de pornodivulgation. Avec, dans l'ensemble des établissements, toujours la même histoire. Une jeune fille qui a fait une photo intime à son copain, dans une relation de confiance, donc la jeune fille pense que la photo va rester confidentielle ou de toute façon elle n'a pas vocation à sortir. Le garçon publie la photo, on pourra essayer de se demander pourquoi après. La photo fait le tour de l'établissement, la jeune fille est taxée de fille facile, ses copines se désolidarisent, elle est isolée, harcelée, et on sait que parfois ça va jusqu'à... Alors je vais pas tout de suite tomber dans le discours alarmiste, au suicide. On sait que il y a quelques cas quand même, mais à tout le moins des idées noires, un état dépressiogène, beaucoup d'anxiété, etc. Je pourrais citer ma collègue et amie Margot Dehache qui a écrit un très bel ouvrage à l'école des réputations. Donc elle explique très bien que la réputation c'est un actif immatériel, ça les entreprises le savent bien. Quand on est ado, on a finalement que notre réputation à vendre, la popularité, les enjeux de pouvoir au sein de la cour de récréation, ils sont très forts. Et les garçons en fait sont aussi soumis que les jeunes filles aux normes de genre. Donc à l'adolescence, les normes de genre, c'est les normes qui nous dictent comment on doit se comporter pour être un vrai gars, un bonhomme, viril, etc. Et comment on doit se comporter pour être une fille respectable. Et c'est là où il y a pas une sorte d'injonction paradoxale ou de paradoxe tout court. Et ça, les ados, garçons et filles en sont bien conscients. C'est que le jeune homme, pour se faire respecter, doit en gros prouver qu'il a une vie, alors si ce n'est sexuelle ou en tout cas intime, active. C'est ce qui motive, à mon avis, le fait de partager les photos qu'une petite amie envoie pour prouver aux copains qu'il se passe des choses dans notre vie privée. Et inversement, pour la jeune fille, encore en 2025, ça fonctionne pas comme ça. Elle, en fait, si on a la preuve ou quand bien même elle voudrait prouver qu'elle a aussi une vie intime, elle, c'est tout de suite la catégorie fille facile. Ça reconfigure totalement les rapports entre les garçons et les filles. Et des jeunes filles m'ont confié redouter leur première expérience sexuelle, par peur d'être filmées à leur insu. Et quand tu as une jeune fille de 15-16 ans qui te dit qu'elle redoute ce qui est censé être une étape importante dans ta vie de femme, de garçon, ta première relation intime, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Alors moi, je pensais avoir tout entendu, mais je me suis dit, ah ouais, on en est là quand même. En 1 seconde, c'était fait. C'est ce que tu voulais dans le fond. T'avais qu'à pas faire ça. Tu me dégoûtes. Comment on aurait pu savoir que... On n'aurait rien pu faire, si? Les photos, c'est perso. Les partager, c'est harceler. Donc l'association e-enfance qui accompagne les victimes, elles font aussi beaucoup de sensibilisation et de prévention. Émilie Graal. Donc elles font de la sensibilisation auprès de tous les acteurs de la chaîne judiciaire qui peuvent accompagner les victimes, mais elles font aussi de la sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles. Et je me souviens, en tout cas on a filmé un échange avec les jeunes qui était très
révélateur. Déjà, la première chose, c'est quand il a interrogé les jeunes en leur disant « Est-ce que vous avez été victime, auteur ou témoin d'un acte de pornodivulgation ?» Franchement, l'immense majorité des jeunes ont levé la main. Donc, dans cet après-midi de sensibilisation, il disait vraiment aux jeunes « Encore une fois, je ne vais pas vous empêcher de vous envoyer des nudes, de toute façon, c'est pas mon taf. Et en plus, c'est ancré dans vos pratiques. » En revanche, il donnait des conseils très précis pour ne pas être identifié sur les contenus. Donc, il disait, évitez de prendre votre tête en photo. Si vous avez des tatouages, ne les montrez pas sur les photos. Si vous avez un poster de Spider-Man dédicacé derrière dans votre chambre, surtout ne le prenez pas dans le cliché. Les associations font leur travail tant bien que mal. Mais malgré tous ces efforts, une réalité s'impose. Aujourd'hui, ce type de précaution ne suffit plus. Parce que là où certaines personnes pouvaient se sentir un peu à l'abri, du genre moi j'envoie pas de sextape donc ça ne me concerne pas, avec les deepfakes, tout change. Un visage suffit, une photo volée, un coup de clic, et bam. Évidemment, ce sont encore majoritairement les filles qui en font les frais. Et là, il ne s'agit plus seulement d'un problème de vie privée, mais d'un véritable outil de domination. La question des deepfakes, elle m'inquiète énormément. Pauline Ferrari. Les deepfakes, c'est une technologie qui est permise par l'intelligence artificielle, mais pour simplifier, vraiment très simplifier, c'est on colle le visage de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre, dans un format vidéo. C'est-à-dire que pour des gens qui sont un peu expérimentés en informatique, on peut vraiment avoir l'impression qu'il y a une personne qui est en train de parler alors que c'est pas du tout son corps de base. Et donc on a beaucoup d'exemples politiques, Donald Trump, Barack Obama, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon une société d'analyse de deepfake, il y a plus de 94% des deepfakes qui sont produits actuellement qui sont des deepfakes pornographiques. Là encore, on prend toujours un outil et d'abord on l'applique à la sexualité pour voir qu'est-ce qu'on en fait. Sauf que, forcément, 94% de deepfakes pornographiques, il y a un bon paquet qui sont des deepfakes pornographiques non désirés. Parce que ça, en fait, on fait des fausses vidéos pornographiques de stars qui n'en ont jamais fait. Parce que là aussi, on veut surfer sur ce truc de la sextape. Le nombre de fois où j'ai vu passer des trucs sur Emma Watson fait une sextape, Scarlett Johansson, on fait fuiter des nudes de Taylor Swift, du coup, hyper facile de prendre sa tête et d'en faire un deepfake. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est une technologie qui est de plus en plus facile à maîtriser. Faut pas être un grand savant de Polytechnique pour pouvoir savoir faire un deepfake. Du coup, c'est inquiétant parce qu'à partir du moment où un outil est de plus en plus accessible, forcément, les gens vont pas toujours faire des bonnes choses avec. Et ce qu'on a pu constater, c'est que comme on a compris que le fait de montrer des photos dénudées de femmes, ça les humiliait, et que c'est un super bon outil d'humiliation et de silenciation des femmes, des féministes, des personnes minorisées, en fait, le deepfake là-dessus, c'est l'outil parfait. Ça prend pas longtemps à faire. En plus, c'est l'intelligence artificielle qui nous aide et ça sert juste à humilier publiquement. Et le nombre de sites qui existent, qui concernent aussi des personnalités françaises, parce que je pense que c'est important de le dire, c'est pas juste des grandes stars américaines, genre Taylor Swift, etc. C'est aussi des femmes politiques françaises, des streameuses, des créatrices sur YouTube qui n'ont pas forcément des millions d'abonnés. Et ça les concerne aussi, les Léna Situation et compagnie. En fait, ça concerne tout le monde parce que même si c'est des images qui nous apparaissent comme étant fausses, et on a beau savoir que c'est faux, les gens en face vont pas forcément savoir que c'est faux. Il y a le truc de, même si tout le monde sait que c'est faux, il y aura toujours un doute. Je pense. Et je pense que c'est pour ça que c'est un outil très puissant et très inquiétant. C'est de se dire, mais s'il faut, c'est vraiment son news, c'est vraiment elle qui l'a fait et qui l'assume pas. Et donc il y a une portée psychologique très forte et qui peut détruire, je pense, vraiment des gens. Les deepfakes, à la base, c'est censé être pour le cinéma, quoi. C'est censé être un outil pour faire de la FX et de faire des trucs de fou. Et en fait, là encore, on l'utilise pour haïr et humilier les femmes. Encore une fois. Ce qui, moi, met très en colère. Il y a eu le sommet de l'IA il n'y a pas longtemps à Paris. Et il y a eu plusieurs militantes, plusieurs collectifs, pas que français d'ailleurs, qui ont dit « mais cette question n'a pas du tout été abordée ». En 2 jours de sommet sur l'IA, la France et l'IA, tout le monde n'a que ça à la bouche comme mot, c'est le progrès technologique du siècle, etc. Mais il y a
eu aucune question sur les biais de genre autour de l'IA et la question des cyberviolences de genre. Je crois qu'ils disent comme ça au niveau de l'Union européenne, des cyberviolences de genre sur la question de l'IA. Que ce soit en termes de deepfake, en termes de désinformation de genre aussi. Comment on utilise l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire de la désinformation au niveau médiatique ou sur les réseaux sociaux, etc. Et pendant que la technologie avance à toute vitesse, que les deepfakes se perfectionnent, que les vidéos se partagent en un clic, le pouvoir judiciaire et législatif, lui, reste à la traîne. Les lois sont lentes, les réponses sont souvent inadaptées, et les victimes se retrouvent seules face à un système qui comprend encore trop peu ce que sont ces violences. C'est bien ça le problème. Il y avait eu un tweet de la gendarmerie il y a 3 ans, il me semble, Émilie Graal, qui était un tweet hyper pernicieux parce que, en gros, le tweet disait « Envoyer un nude, c'est accepter de prendre le risque de voir cette photo partagée ». Moi, ça m'avait choquée et ça avait fait un esclandre et donc ils avaient retiré leur tweet en s'excusant parce qu'en effet, on est sur le port de la jupe il y a encore 30 ans. En France, depuis 2016 seulement, donc la pornodivulgation est un délit inscrit dans le code pénal, qui est passible donc de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Donc ça, c'est dans le code pénal depuis 2016. La majorité des acteurs qu'on a rencontrés, ou en tout cas les témoignages qu'on a reçus, montraient bien qu'il y avait une espèce de méconnaissance totale du sujet. Surtout, en effet, le maillage judiciaire, c'est-à-dire du policier, du gendarme, à la gendarmerie, auprès de qui on va déposer plainte, jusqu'aux avocats, aux magistrats, aux juges, c'était des affaires qui étaient complètement reléguées au second plan. La majorité des victimes ont été renvoyées chez elles. On leur a demandé de régler leur affaire entre eux. Finalement, c'est ça qui était extrêmement difficile pour les victimes parce que déjà, il faut oser se considérer comme victime. Ensuite, il faut aller porter plainte. Et quand on est reçu par des policiers qui les verraient bien, ces photos. Il y a une victime qui a voulu déposer plainte dans un commissariat. Ils l'ont refusé et après, finalement, le policier lui a dit « Bon, moi, je pourrais pas prendre ta plainte. Par contre, je veux bien voir les photos. » Pardon ? Donc, voilà, il voulait voir ses nudes. Et quand elles ont la chance de tomber sur des officiers qui comprennent et qui entendent, derrière, c'est la croix et la bannière. Et puis, il ne faut pas sous-estimer quelque chose. C'est qu'il y a un gouffre entre le temps médiatique, le temps des réseaux sociaux et le temps judiciaire. Le temps judiciaire, c'est une éternité. La majorité des victimes doivent attendre 5, 6, 8 ans pour espérer avoir un procès ou au moins l'instruction d'un dossier. Et en fait, pendant ce temps-là, les contenus, ils continuent d'être diffusés, d'être partagés. Et en fait, ce qui rend la chose extrêmement affolante, parce que plus on attend, plus c'est difficile à rattraper derrière. Je pense qu'il y a encore besoin aujourd'hui, et que ça va prendre du temps, mais qu'on tient le bon bout, de vraiment de sensibiliser tous les acteurs de la justice. Et il y a aussi un autre acteur qu'il faut réussir à sensibiliser, mais eux ne voient aucun intérêt à stopper la diffusion de ces contenus, c'est les plateformes. Eux, évidemment, ça fait du clic, ça fait du buzz, ça fait de l'argent. Finalement, c'est un ensemble d'acteurs qu'il faudrait fédérer ensemble pour, stopper la diffusion de ces contenus. Est-ce qu'en reparlant de ces histoires, on ne participe pas nous aussi à leur surexposition, à leur rediffusion implicite ? Est-ce qu'on ne fait pas malgré nous partie du problème ? Mais détourner les yeux, faire comme si ça n'existait pas, c'est probablement ça le vrai danger. Parce que les cyberviolences sexistes et sexuelles sont là, et elles sont massives, elles touchent des célébrités, des anonymes, des proches, des ados, des femmes, des minorités, et elles disent quelque chose de profond, de systémique sur notre société, sur notre rapport au corps, au genre et au consentement. Alors oui, il faut en parler pour changer les regards, prendre le problème à bras-le-corps, croire les victimes, choisir les bons mots et peut-être, à force, faire aussi évoluer la loi, les pratiques et les mentalités.
Merci à Juliette Livartowski et à ses invités. Merci à Mathieu Thévenon qui a réalisé ces 2 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.